Mais j'ai même pas prononcé le mot dans la vidéo, mais simplement, Là, du coup, on va se faire... vous allez devoir couper là-dessus. Merci. Bonjour et bienvenue sur Basis Point. Je vais vous raconter l'histoire d'un animateur podcast financier, barbu, tatoué, qui se moque des candidatons. Non, pas moi. Je vais vous parler de Thomas Veillet, le OG de la vulgarisation financière en Suisse romande. Swissquote, Zone Bourse, BFM, tout le monde se l'arrache, même les plateaux en Belgique. Il est à la finance ce que Jamie est à la science, ce que Carl Sagan était à l'astrophysique. Thomas Veillet, il est important. Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un descend de sa tour d'ivoire avec humilité, simplicité et authenticité, il a une façon de marquer les esprits. Mais derrière cette image d'outsider attachant, il y a aussi des critiques, des doutes, des voix qui disent que cette approche détonne peut-être un peu trop dans un milieu parfois bien coincé. Comme toujours, merci à tous ceux qui nous suivent, merci pour vos feedbacks, merci également pour vos demandes d'interview. On prend énormément de plaisir à faire grandir cette initiative avec vous. Et si vous ne nous suivez pas encore, prenez 2 secondes pour appuyer sur le petit bouton s'abonner pour ne plus rien rater. Bon, alors, depuis ses premières lignes écrites sous le pseudo Morning Bull, il fait quoi au juste Thomas Veillet aujourd'hui? Allons lui demander. Franchement, Thomas Veillet, Swissquote, investir.ch, Zone Bourse, des plateaux de télé en Belgique, vous n'êtes pas un peu hyperactif? Je sais pas, j'ai jamais fait les tests pour savoir si j'étais hyperactif, mais je vais pas dire hyperactif, je crois que je suis passionné en fait. Je fais pas ça parce que, oui, je fais ça aussi un peu pour gagner de l'argent, mais en dehors de ça, je fais ça parce que j'aime ça. Et en fait, les choses viennent au fur et à mesure, et je dis jamais non à faire un nouveau projet, à partir dans quelque chose de nouveau, du moment où ça colle à ce que j'ai envie de faire. Donc la question n'est absolument pas de savoir si j'ai le temps ou pas le temps. Mon gros regret, c'est qu'il n'y a que 24 heures sur une journée. J'aimerais bien avoir l'occasion d'avoir plus de temps pour pouvoir faire d'autres choses, parce que j'ai encore plein d'idées qui viennent derrière. Aujourd'hui, il y a encore des choses que vous aimeriez faire mais qui ne rentrent pas dans vos 24 heures. Alors oui, je vais devoir trouver le moyen de les faire rentrer, parce que j'ai encore des projets. Et oui, non, j'ai encore plein de choses que j'aimerais faire. Ouais, bien sûr. Il y a encore beaucoup à faire. Et juste dans ce domaine-là, hein, bien sûr. Avant d'être une personnalité médiatique, vous étiez trader, vous avez travaillé dans les hedge funds, vous en avez eu marre, parce que vous auriez quand même pu gagner beaucoup plus d'argent en restant dans la finance plutôt qu'en la commentant. Alors c'est vrai, certainement. Sur le long terme, j'imagine que oui. Après, il y a aussi une question de liberté. Il y a aussi une question d'avoir fait beaucoup de choses. J'ai eu la chance de commencer jeune. Donc j'ai commencé à traiter concrètement dans une banque, je devais avoir 21, 22 ans. Donc c'est jeune, ce qui fait qu'après 16 ans ou 17 ans de trading, ça devenait un petit peu lourdingue. Donc je voulais un peu observer d'autres horizons. Donc j'ai essayé de me repenser à l'intérieur de la banque. Mais ça me manquait. Dans une banque, quand on est trader, quand on fait du nostro, on a quand même une certaine liberté de penser et de faire qu'on n'a pas forcément dans le reste des services des départements. Puis à l'époque, les gens étaient peut-être aussi moins regardants sur les décisions d'investissement des traders. Alors il y a ça aussi, le temps passant au début des années, on va dire 2005, 2006, 2010, ça a commencé à se compliquer énormément au niveau compliance, au niveau, on nous demandait beaucoup trop de petits détails à gérer, et moi ça a commencé, excusez-moi du terme, à me gonfler, donc j'avais besoin de respirer un peu plus. Et il y avait un moment donné où je voulais plus suivre les canaux standards, qu'on disait il faut faire ci, il faut vendre ça parce que c'est bien, et j'avais plus envie, et donc à un moment donné je crois que j'ai auto-craqué en disant ça suffit, il faut que je parte. Il y a eu la crise financière 2008-2009, il y a eu Jérôme Kerviel. C'était des points de bascule importants dans la culture du trading? Non, je pense pas. Mais enfin, moi, je pense qu'il y a un point de bascule important qui est arrivé dans ma vie, c'est qu'en 2006, j'ai commencé à écrire. C'est là où j'ai commencé à faire de la vulgarisation financière, comme aujourd'hui on dit. Donc j'ai commencé à écrire mes premières chroniques il y a 20 ans, quasiment. Ça fera 20 ans en février 2026. Donc j'ai commencé à ce moment-là. Et le fait d'écrire, alors que j'étais pas du tout voué à écrire quoi que ce soit, le fait d'écrire m'a donné cette espèce de liberté de penser. Et donc plus la liberté de penser se travaillait dedans, plus c'était difficile de dire oui chef, je suis d'accord avec vous. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai dit ok, je vais tenter le coup de partir pour aller voir autre chose. Alors oui, on redescend en bas de l'échelle financièrement, mais par contre, humainement parlant et au niveau de la liberté, il n'y a pas photo. Moi, je suis parti en 2009. On est en 2025. Demain, pour me remettre dans une banque, il faudrait me casser une jambe. Et alors du coup, alors revenons justement à ces débuts de chroniqueur et de vulgarisation. C'était Morning Bull,
dans la Tribune de Genève, c'est correct? Au début, au tout début, la genèse, j'ai commencé à écrire un mail à l'interne de la banque où j'étais, qui était à l'UBS, donc sous thomasveillet.ubs.com, et j'envoyais un commentaire à 10 personnes autour de moi dans la salle. Et les gens se forwardaient l'email, puis à la fin, j'avais une liste de distribution, et il y avait vite 300-400 personnes. Déjà avec cette touche Déjà, oui, d'humour oui. Ouais, emblématique et reconnaissable? Déjà complètement décalé. Et en fait, l'idée, c'était simplement de dire, quand on raconte une histoire d'investissement, moi j'aime bien qu'on ait une entrée, une explication et une chute. C'est-à-dire on achète ou on vend. Parce que finalement, la genèse de la finance, c'est ça. Ce qu'on veut savoir, c'est si on doit acheter ou vendre. Et quand vous lisez de la recherche fondamentale économique qui est fournie par une banque, on vous dit plein de choses. On vous colle 14 pages de disclaimer à la fin. Et puis vous savez toujours pas ce qu'il faut faire, s'il faut acheter à la fin. Moi, ce que je voulais, c'était passer cette étape-là. C'est de dire, OK, Nvidia a publié ses chiffres, c'est bien, c'est pas bien, point. Le reste, on peut développer un peu, mais ça sert à rien d'aller dans les détails parce que ça ne changera pas la photo finish. Donc j'ai commencé avec ce ton-là. On m'a rapidement dit, ton style, là, ça colle pas vraiment au concept UBS. Donc on m'a dit stop. Parce qu'on parle d'une banque où on nous disait comment il fallait se limer les ongles quand même à l'époque. On était déjà à l'époque, il fallait choisir. Au guichet, on leur avait imposé la cravate rouge et le costard noir. Donc oui, il y avait un code qui était un peu plus... Nous, on n'était pas à ce stade-là dans les salles, mais en tout cas, il y avait déjà quelque chose qui était très carré. On m'a dit, tu ne peux pas faire ça. Donc on m'a demandé d'arrêter. Le seul problème, c'est que j'avais chopé le virus. Et donc là, j'ai créé un avatar qui s'appelait Morning Bull. Et j'ai commencé à écrire sur la Tribune de Genève, mais sans donner mon nom. Donc il n'y avait que l'avatar Morning Bull. Et là, c'est devenu rapidement le blog le plus lu de la Tribune de Genève à l'époque. Là, on est dans 2007-2008, mais anonyme. Donc on ne savait pas qui était derrière réellement. Jusqu'au moment où ça m'a un petit peu gonflé de devoir taire mon nom. Et ça, c'était donc une proposition que vous avez fait spontanément à la rédaction de la Tribune de Genève? Non, parce qu'en fait, à l'époque, on pouvait ouvrir un blog sur la page de la Tribune de Genève, c'était libre à tout le monde. Et en fait, eux, ils les utilisaient pour publier les meilleurs. Et il y avait beaucoup de trucs qui ne servent à rien. Et puis, il y avait quelques-uns qui sortaient du lot, dont le mien à l'époque, qui avait bien marché. Parce qu'il n'y avait pas cette manière de parler de la finance d'un ton décalé. Et à l'époque, on me le disait beaucoup, on me disait, mais t'es fou, ça ne marchera jamais, les banques ils vont jamais vouloir bosser avec toi, parce que de toute façon, t'es un malade, comme t'écris. C'est vrai, sur le fond. Mais aujourd'hui, on parle que de vulgarisation financière, il y a des milliers de podcasts et de vidéos qui parlent de ça. Mais il y a vulgarisation dans le sens un peu académique du terme, où on simplifie des concepts compliqués pour les expliquer. Et puis après, il y a toute la mise en scène éditoriale qu'il y a autour, l'humour, cette insolence presque dans le ton, ça a fait grincer des dents. Oui, ça a fait grincer des dents, mais en même temps, on m'a reproché certains mots, certaines manières d'aborder certains sujets, mais j'ai jamais menti. J'ai toujours raconté les choses telles qu'elles étaient. À l'époque où il y a eu la crise des subprimes, où il y a eu des scandales à l'intérieur du BS, j'avais dit que c'était scandaleux que Ospel puisse partir avec des millions comme ça, et je m'étais fait allumer par des anciens collègues. Comment tu peux cracher dans la soupe de la maison de mère? Je dis, mais j'ai pas menti. Les gars, ce qu'ils ont fait, c'est malhonnête. C'est au bord de la malhonnêteté. Donc j'ai juste exprimé ce genre de choses. Donc oui, il y a eu des choses comme ça, mais après, finalement... Donc en fait, c'est un problème presque structurel de la culture financière en Suisse, où il ne faut pas que les têtes dépassent en fait. Et puis c'est ça qui était un peu contre nature pour vous. Bah oui, moi, bon, à l'époque, je portais quand même un costard et une cravate comme tout le monde. Mais il y a un moment donné, il y avait des choses, j'avais pas envie de rentrer dans la boîte, c'est tout. Et j'ai adoré ce métier de trader, j'ai adoré cette liberté qu'on avait. Et j'ai juste retranscrit la mentalité et la manière de parler qu'on avait dans les salles de trading à l'époque. La manière dont je parle et je me comporte, je l'ai apprise en bossant dans des salles de trading. C'est pas moi qui suis né comme ça. Alors oui, j'ai des sources d'informations, enfin des inspirations qui me viennent d'autre part, mais j'ai toujours travaillé avec des gens où ça s'engueulait, ça criait, ça disait ce que ça pensait, ça regrettait, ça revenait en arrière. Enfin, ça bougeait. Et donc, j'ai essayé de retranscrire ça, et c'est ce que je suis fondamentalement. Si vous me rencontrez en dehors de la vie de la finance, je suis exactement la même chose. Il n'y a pas un Thomas Veillet inside et un Thomas Veillet outside. Je suis le même. Ça rend le boulot plus simple, en fait, parce qu'on est juste soi, on est authentique.
Alors ça rend le boulot plus simple et ça rend surtout le boulot hyper excitant parce que moi je m'éclate quoi. Y a pas, je me lève très tôt le matin, c'est pas un secret, mais je me lève le matin, je suis content d'y aller. Il n'y a pas un matin depuis que je suis indépendant et depuis que j'écris où je me suis dit ah, je reste très bien au lit. Non, je suis content d'y aller, je suis content d'en parler et voilà. Non mais ça, alors justement, se lever tous les jours à 3 heures du matin, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on ait pris une cuite. Oui, Il n'y a enfin, pas des matins où on est de mauvaise humeur, on n'a pas envie de faire le clown, plein d'énergie qui raconte des blagues. oui, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas un seul matin de ma vie où c'était difficile. Mais bon, je me sens redevable pour les gens avec qui j'écris, à qui je parle pour les vidéos que je fais. On me demande de le faire et il y a des gens qui viennent pour les lire et pour les regarder ou pour m'écouter, donc je me sens redevable. Et deuxièmement, j'aime ça. Oui, il y a un moment difficile où il faut sortir du lit, descendre en hiver quand il pleut ou quand il neige, et puis il faut y aller, et puis il faut écrire. Mais je suis très vite dans le bain et je suis tout de suite très content d'être là. Alors oui, il y a des moments difficiles, plus compliqués que d'autres, mais je m'éclate. Et c'est de la passion, et j'insiste sur le thème passion. Si vous ne faites pas ce genre de truc par passion, ça ne marchera jamais. On ne tient pas la longueur en fait, quoi, tout simplement. C'est pas possible. Au tout début, dans les premières années du Morning Bull, à l'époque, quand j'ai commencé, on va dire dans les 5 premières années, je me souviens d'une personne qui m'a contacté, il m'a dit « Ouais, mais ce que vous faites, c'est facile, tout le monde peut le faire. Et vous reprenez les journaux, vous réécrivez un article là-dessus, et puis vous pouvez lancer derrière, c'est hyper facile. » Avec 2-3 blagues. Avec 2-3 blagues. Aujourd'hui, vous avez ChatGPT, ça va encore plus vite. Mais je dis à la personne, je dis « Ouais, bah, si tu penses que c'est facile, vas-y, quoi, fais-le. » Et il a créé à cette époque-là un blog qui s'appelait Morning Bear, donc c'était très original. On avait Morning Bull et Morning Bear. Sauf qu'il a tenu, je pense, 12 jours. Puis après, je n'ai pas pu me lever parce qu'il y avait un truc, et puis après j'étais en vacances. Puis du coup, il ne publiait pas. Donc forcément, si vous ne publiez pas, si vous ne donnez pas la matière à vos lecteurs, à vos auditeurs, et vous les perdez, hein, ça ne dure pas très longtemps. Si, c'est un échange. Le secret du succès, il est dans la constance, en fait. C'est qu'on sait que quoi qu'il arrive, on va pouvoir avoir les news du matin par Thomas Veil. Alors certainement, je suis convaincu, parce que moi j'ai tout appris sur le tas, j'ai pas eu de formation dans le côté marketing ou dans le côté médiatique, mais ce que je sais, c'est que dans n'importe quoi, si vous décidez de donner quelque chose, ou d'offrir quelque chose à un groupe de personnes, si c'est une fois par semaine, vous le faites une fois par semaine. Si c'est une fois par mois, vous le faites une fois par mois. Mais vous ne commencez pas à dire je fais tous les jours et puis vous arrêtez un jour sur deux, puis après vous faites comme vous avez envie. Que vous ayez un empêchement, ça arrive à tout le monde. Moi je le dis, demain je ne suis pas là, j'ai un truc, je n'écrirai pas, les gens sont au courant, mais il n'y a pas le gars qui dit je viens pas. Ça ne marche pas. Donc il faut avoir une régularité dans quoi qu'on choisisse comme rythme. Et pour revenir juste rapidement au contenu, au ton, au choix des mots, comment on place le curseur? Elle est où la limite? Par exemple, quand vous parlez de Trump, prenez certaines libertés des fois. Comment est-ce qu'on sait que, ok, on peut le traiter de clown, mais pas de con, par exemple? Non. Elle est où la limite? La vulgarité, je crois. C'est juste de trouver, de ne pas tomber dans la vulgarité facile, quoi. Je pense que sur n'importe quel sujet, de dire que les gens peuvent être idiots ou avoir un comportement stupide, c'est pas grave. Commencer à insulter les gens délibérément avec de la grosse vulgarité, là, ça fait aucun sens. Et je le fais pas. Et je me mets toujours dans la position de me dire, est-ce que si je rentre là-dedans, est-ce que je vais avoir plus de gens qui vont être contents que de gens qui vont être pas contents. Et il y a un moment donné, vous allez fâcher une certaine catégorie de vos auditeurs et ça vaut pas la peine. Et ça, justement, c'est un équilibre qui est difficile à trouver, ce choix. Parce que, par exemple, imaginons que vous deviez un jour parler de ce qui se passe à Gaza, par exemple. Non, ça, je touche pas à ça. Ah non. Mais alors, justement, comme des fois, on a des opinions personnelles qui sont très fortes, viscérales. Comment on fait pour pas être influencé par ces opinions et rester sur le taf? Bah, vous prenez des claques, déjà. Parce que comme j'ai écrit, je pense, 5000 chroniques depuis 20 ans, j'en ai fait des conneries. J'étais trop loin dans certains sujets. Typiquement, les relations israélo-palestiniennes, c'est hyper touchy. Donc c'est très très difficile d'aborder le sujet. Même si on essaie de prendre la plus grande neutralité possible, être le plus objectif possible, on va forcément être subjectif pour quelqu'un. Donc j'ai fait une fois, je dirais pas l'erreur, mais j'ai parlé une fois, j'ai pris une fois position sur un événement particulier qui s'était passé. Ça m'est revenu tellement fort en pleine figure, de manière exagérée et injustifiée à l'époque, mais peu importe,
que vous comprenez assez rapidement qu'il y a des choses qu'il ne faut juste pas rentrer dans le détail. Moi, je vois le cas aujourd'hui, on parle beaucoup de politique française. Moi, je suis très intéressé par cette politique en l'occurrence. Je la trouve très drôle parce qu'il y a beaucoup de matière à caricaturer. C'est hyper facile, il donne un matos absolument hallucinant. Mais par contre, je me rends compte qu'on est vite confronté à la population française qui ne sont pas d'accord avec vous. Parce qu'ils ont une opinion, c'est leur politique, il ne faut pas rentrer sur le jeu. Donc là, il y a aussi un endroit à dire j'y vais pas. Mais toujours dans le bon sens et dans l'absence d'agressivité ou de vulgarité. Il y a des moments où j'ai envie d'être agressif parce que, mais non, ça sert à rien. Mais des fois, ça se joue à pas grand-chose. Le curseur, comme vous dites, il est difficile à placer exactement. Mais mon job avec le temps, c'est aussi d'être à la limite de tout ça. Mais un peu provocateur, mais pas scandaleux. Alors voilà, mes inspirations, moi je viens de la génération Coluche, je viens de la génération des nuls. Aujourd'hui, je suis très Jérémy Ferrari. Donc tous ces gens-là, ils ont ce côté très agressif, très je dis ce que je pense, sans rentrer non plus dans une vulgarité exagérée. Coluche est encore un peu discutable, mais c'est une autre époque. J'avais dit, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Voilà, exactement. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. Et j'essaie pas non plus de chercher absolument à faire des blagues. Quand il n'y a pas de trucs drôles à dire, je vais pas me forcer. Il y a des fois, c'est tellement facile que j'ose même pas y aller parce que c'est rentrer dans une porte ouverte. Non, mais je prends l'exemple typiquement de Laurent Frex, le patron de Nestlé qui s'est fait virer il y a quelques jours parce qu'il a fricoté avec une de ses employées. Quand j'ai publié la vidéo qui parle de ça sur YouTube, j'ai été bloqué par YouTube. Ils ont bloqué les commentaires parce que dedans, il y avait un mot qu'il ne fallait pas dire. Ah ouais. Donc il y a quand même une espèce de... Les algos, c'est vrai qu'il y a l'opinion publique et après il y a tous les garde-fous, on va dire, et les contraintes des plateformes qu'on utilise. Donc je pense qu'aujourd'hui, le maître mot, c'est vulgarité. C'est pas aller dans la vulgarité. Et puis essayer de réfléchir un peu logiquement si vous mettez des mots qui sont borderline, qui pourraient être mal interprétés. Pas que ce soit dans le cas présent, il y avait juste un tagline qui est marqué sexe à l'intérieur, donc ça ne passait pas. Mais j'ai même pas prononcé de mots dans la vidéo, mais simplement... Voilà, du coup, vous allez devoir couper là-dessus. Merci. Mais il y a vraiment un côté où il faut vraiment tenir compte de ce genre de choses. Donc à un moment donné, avoir 2 vues de plus ou que ce soit forwardé sur les plateformes des réseaux sociaux parce que vous avez sorti un énorme truc, ça ne vaut pas forcément la peine de se fâcher avec tout le monde. Donc je pense qu'avec le temps, je l'ai trouvé, ma limite, je sais jusqu'où je ne peux pas aller. Et en même temps, il y a des fois, j'ai envie de m'énerver, donc je m'énerve, mais en restant poli. C'est tout. Vous sortez des salles de trading, vous posez la cravate, vous prenez votre plume, vous écrivez. À un moment donné, vous vous dites, je vais passer de la plume à la caméra. Je me dis pas ça, en fait. Je me suis jamais dit ça. Parce que franchement, j'ai jamais pensé être capable de tourner une vidéo. Déjà, prendre une photo, c'est compliqué. Je prenais dans mon iPhone, je suis mauvais en photographie, c'est une catastrophe. J'aime pas ça, ça m'intéresse pas, j'ai pas cet esprit-là. Et un jour, je suis invité dans une conférence de Swissquote qui font un truc chaque année qui s'appelle le Swissquote Trading Day. Et je suis invité pour intervenir là-bas. Il se trouve que ça se passe bien, qu'ils aiment bien ma présence sur scène, qu'ils sont contents de voir que je suis à l'aise, contrairement à d'autres intervenants j'ai dû réveiller la salle après eux parce que c'était un peu compliqué. Mais voilà, donc ça se passe bien. Et puis pour me remercier après, ils me disent « Ouais, est-ce que tu veux pas bosser avec nous et venir faire des vidéos sur notre chaîne YouTube ?» Et je dis « Faire des vidéos, moi je sais pas comment ça marche, je sais pas ce que c'est une caméra, je sais pas ce que c'est tourner, monter, laisse tomber. » Il dit « Mais ça te dit pas ?» Je dis « Si, mais par quel bout je le prends ?» Puis il me réfléchit. Donc je réfléchis à la maison, je me dis « Oui, c'est un boulot quoi. » Donc je me renseigne un peu, je leur fais une proposition, ils disent oui. Et puis là, j'ai passé 3 semaines devant des tutos YouTube pour savoir comment on installait une lumière, comment on tournait, comment on montait, qu'est-ce qu'il fallait utiliser. J'ai fait un pilote à la fin du mois d'août et on a démarré début septembre, il y a 5 ans maintenant. Et puis on s'est dit, il y avait 250 followers sur la chaîne Swissquote. Et on s'est dit, si tu arrives à faire des vidéos à plus de 1000 vues, on est content. Et résultat, 3 semaines après, on était à 3000 vues. Et puis aujourd'hui, on a 63 000 followers et on tourne entre 7 et 12 000 vues par jour, quoi, par vidéo tous les jours. Avec des pics d'audience quand Trump fait des conneries ou quand il nous colle 39% de droits de douane sur les droits de douane en Suisse. Ah, vous les voyez, ces pics d'audience? Ah bah oui, on voit clairement. Tout d'un coup, j'ai des vidéos qui font 35 000 vues parce que tout d'un coup, ça touche un sujet où ça fait tilter beaucoup plus de monde. Comme nous, non? 35 000 vues.
Quand on voit qu'il y a des jeunes filles qui mâchent de la cire de miel et qui font 18 millions de vues, après, ça reste un mystère quand même. Je veux bien essayer de mâcher de la cire en direct, mais je suis pas sûr que ça apportera 18 000 vues. Alors, plus sérieusement maintenant, Swissquote, c'est un peu le gros de votre activité dans une semaine. C'est une banque qui a pour vocation de proposer des services de trading. Vous commentez l'actualité financière et économique. On n'est pas en train de pousser à la consommation. Non, non, je suis très à l'aise par rapport à ça. Parce que finalement, le plus vous faites réagir l'audience, le plus ils disent « merde, il faut que je vende ou il faut que j'achète le plus la transaction, le mieux Swissquote gagne sa vie. Alors, non, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout le but du jeu, d'abord, clairement. Donc ça, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la relation qu'on a construite avec Swissquote dès le début, ils m'ont demandé de faire une proposition, j'ai fait une proposition d'émission, et depuis, je fais ce que je veux. On m'a jamais dit ça tu fais pas ou tu dois dire ça. On m'a jamais rien imposé, quoi que ce soit. Et donc je suis pas du tout là pour faire du poussage à la consommation. D'ailleurs, si on écoute toutes mes vidéos, il y a une grande partie qui est plus dans une réflexion d'investissement que dans une idée de traiter comme un fou toute la journée. Donc au tout début de l'émission, je donnais une recommandation par jour, une idée d'investissement par jour. Et j'ai rapidement arrêté parce que d'abord c'était très difficile de trouver une idée chaque jour. Et puis deuxièmement, quand vous avez raison, bah c'est pas grâce à vous, mais quand vous avez tort, alors vous en prenez plein la figure. Donc ça sert à rien de rentrer dans ce genre de discussion et c'est pas du tout rémunérateur. Et vraiment l'idée derrière que Swissquote avait, c'était d'offrir un endroit où les gens pouvaient trouver de l'information, trouver je dirais pas de la formation, mais ouais, petit à petit c'est comme une forme de formation, se retrouver avec un endroit où ils pouvaient dire au moins il y a quelqu'un qui va nous expliquer ce qui se passe. C'est ce qu'ils voulaient, donc c'est ce qu'ils ont eu et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il n'y a absolument pas de pousser à la consommation, il est exclu, il n'est pas du tout question de pousser les gens à la consommation, ils font ce qu'ils veulent. Moi j'ai eu des discours par moments qui étaient très tranchés en disant je ne comprends pas pourquoi ça baisse ou je ne comprends pas pourquoi ça monte, mais j'ai pas dit vendez votre grand-mère pour aller acheter du Nvidia. Jamais. Du coup, votre vue aujourd'hui sur le monde, c'est vrai qu'il y a quand même de quoi être cynique, non? Alors oui, alors ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai commencé à faire de la vidéo, il y a 5 ans maintenant, on était en plein Donald Trump, parce que c'était la fin de son premier mandat. Et j'ai repris les vidéos de cette époque-là, et en fait, je me rends compte qu'on est dans les mêmes histoires. À l'époque, on était beaucoup plus axé sur les tweets. Ces tweets, à chaque fois qu'ils faisaient un tweet, le marché bougeait. Mais à l'époque, c'était différent. Mais là, ça, c'est devenu un peu plus sérieux. Alors, la grande chose qui est hyper intéressante avec les présidents américains, et ça, c'est général, c'est que souvent, ils offrent quand même une matière absolument phénoménale pour travailler pour faire du média, parce que c'est une mine d'informations, une mine d'erreurs, de bêtises et de conneries par moment qui est absolument utile. Donald Trump D'où l'essor de tous les late shows américains justement et tous ces commentateurs politiques qui sont dans la satire. Mais absolument. Donald Trump est quelqu'un, on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai toujours dit à l'époque des élections, l'année passée, j'ai toujours dit entre Kamala Harris et Donald Trump et une chèvre, moi je vote pour la chèvre de toute façon. Il n'y avait pas la chèvre, donc voilà, il reste Donald Trump et Kamala Harris. Je pense qu'aujourd'hui, l'avenir nous le dira, mais je pense que lui, il est très concentré sur son propre pays et je pense qu'il va faire ce qu'il faut pour que son propre pays s'en sorte bien, avec certaines conséquences qu'on ne voit pas aujourd'hui. Après, vu de l'extérieur des États-Unis, ça devient très compliqué parce que c'est juste le plus gros consommateur des États-Unis et puis si on ne peut pas bosser avec eux, ça va être compliqué. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde qui est complexe et compliqué et qui bouge à une vitesse absolument ahurissante. Et je pense qu'il va se passer beaucoup de choses ces prochains temps. Pour moi, en tant que chroniqueur financier, c'est du pain béni parce que moi, il me faut de la matière pour écrire et ces temps, je ne fais que rallonger les chroniques et faire des vidéos de plus en plus longues parce qu'il y a toujours plus de trucs à raconter. Maintenant, les Français s'y mettent aussi, donc ça donne un boulot absolument incroyable. Mais c'est vrai que la vision du monde, comment dirais-je, c'est un peu déprimant, non? Ouais, c'est bien sûr, mais j'essaie toujours de me projeter parce que ça fait 20 ans que j'ai des archives en fait où j'écris, donc je suis quelqu'un qui est hyper intéressé par la macro, par la micro, par les nouvelles, les news, les infos et tout. Donc je me rends compte que si on se projette il y a 5 ans en arrière,
En fait, on a toujours l'impression que c'est la fin du monde. Exactement. C'était pareil à 5 ans, c'était pareil à 10 ans. Je me souviens très bien du 11 septembre 2001, j'étais encore dans une salle de trading. On allume les écrans, on voit ces avions qui rentrent dans les tours. Moi, je suis rentré à la maison tout de suite, j'ai dit à mes gamins qui étaient tout petits, je leur ai dit bah, je suis désolé, je suis pas sûr que vous voyez la votre majorité parce que ça va être compliqué. J'étais sûr que George Bush allait raser le Moyen-Orient de A jusqu'à Z. Et puis résultat, rien. Ou pas grand-chose. Bah, il s'est passé des trucs, mais je veux dire, c'était pas aussi grave ou important que ce qu'on aurait pu penser. En 2008, quand Lehman Brothers a fait faillite, je me suis dit, là c'est raide, c'est fini, terminé. Donc, puis finalement, on s'en sort toujours. Le Covid, enfin, il y en a plein. Moi, ça fait 35 ans que je suis dans ce métier. Donc, des trucs, on va tous crever, j'ai entendu. Et aujourd'hui, c'est déprimant, mais c'était déprimant il y a 10 ans. Je pense que le monde n'est pas très sympa à regarder, peu importe d'où on le regarde. Je pense que ceux qui ont vécu la guerre 39-45, ils disaient c'est quand même vachement mieux maintenant. Mais, enfin, mais c'est vrai, mais si on regarde tout ça, il y a toujours des périodes qui sont moins sympas que d'autres. Je n'essaie pas de tout prendre dans la rigolade parce que tout n'est pas drôle. Mais bon, il y a des fois, il y a une notion de fatalisme. Moi, on me demande de parler des marchés financiers. Je parle ça avec un ton décalé. Et même quand ça crache, j'essaie de le prendre avec bonne humeur parce que force est de constater que ça remonte tout le temps. Et donc, ça c'est aussi des expériences qui font que sur le moment, on rentre dans un mode panique. Et je trouve toujours ça, avec le recul, bien sûr, génial parce que sur le moment donné, et surtout là, il y a un gros push médiatique qui se fait parce qu'il faut quand même reconnaître un truc, c'est que dans la finance, ça intéresse les financiers, mais quand il se passe rien de spécial, ça n'intéresse personne, si ce n'est les financiers. Par contre, quand il y a un crash, quand ils sont sur les murs, alors là, vous avez tous les journalistes qui débarquent et qui veulent vous parler. Et il y a eu tellement d'exemples. Et le dernier exemple en date, c'était le 7 avril, après l'annonce de Liberation Day aux États-Unis. Et là, je suis invité dans une émission de radio à la RTS. Et le présentateur me dit oh, alors il faut liquider nos fonds de pension. Je dis mais non, on va pas liquider nos fonds de pension. Il faut déjà voir ce qui va se passer. Ouais non, mais parce que si on perd tout. On était mais au bas du bas du bas. Des deals comme Nvidia, ça valait $85 le 7 avril, ça vaut 180. Donc c'était incroyable ce côté. Il y avait un vent de panique, mais de la part de gens qui ne suivent absolument pas la finance et qui n'ont aucune idée, mais parce que tout d'un coup, ça arrive dans le 20 minutes, ça arrive à la radio. La radio le matin qui vous parle d'habitude des chiens écrasés, tout d'un coup, il parle des marchés qui se cassent la figure. Donc, boum, ça fait tilter. Et après, ça disparaît. Et on le voit très bien. Nous, on vit, enfin, en tant que créateur de contenu, on vit par le nombre de vues, le nombre d'activités, les gens qui commentent. Et là, vous voyez très bien que là, en ce moment, ça se calme et ça va repartir puisqu'il va se passer un truc. Mais tant qu'il se passe rien, il ne se passe rien. Dernière question. Pas déjà Ouais, ça va vite. Hein. Podcast financier animé par un barbu tatoué qui brise un peu les codes. C'est original. Vous parlez hein de vous, ah Justement, vous avez vu Basis Point débarquer, vous vous êtes dit quoi? Non, je me suis rien dit du tout parce que je pense qu'aujourd'hui, si les gens pensent qu'il y a un code simple et facile pour identifier quelqu'un qui fait de la finance, ils se gourrent complètement. Déjà, parce que je pense que, bon d'abord le tatouage est devenu complètement dans les mœurs, puisque j'ai une statistique il y a quelques jours, je crois qu'en France, plus de 52% des gens sont tatoués d'une manière ou d'une autre. Donc en France, en Suisse je sais pas, mais en France, 52%. Alors oui, bon, moi c'est différent. Maintenant, quand j'ai commencé, j'en avais pas. Donc quand j'ai commencé à écrire, j'en avais pas de tatouage, nulle part. Donc du coup, voilà, c'est une évolution personnelle. Barbu, bah ça va, ça vient. Les cheveux courts ou les cheveux longs, ça va, ça vient. Parce que si on voit ici dans l'histoire de tout ce que j'ai fait, j'ai eu des époques où j'avais les cheveux plus courts que vous et pas de barbe. Donc voilà, c'est comme tout le monde, on change. J'ai pas un style qui dit que je suis banquier. La seule chose que j'ai toujours dit, je ne mettrai plus jamais une cravate. Je serai toujours... Au mariage de votre fille? Surtout pas au mariage de ma fille. Mais peu importe. Non, mais je porte plus de cravate. Je porterai plus de cravate. Dans la mesure du possible. On ne peut jamais dire jamais, mais dans ce que je fais aujourd'hui, dans ce que je représente, je le disais dans certains événements, maintenant je fais des conférences, on m'invite pour donner des conférences, etc. Mais je vous préviens, je viens comme je suis. Puis on me dit oui, mais c'est comme ça qu'on vous veut. Ouais. Si demain je vais donner une conférence, si je vais à la télé demain en costard-cravate, ils ne vont plus comprendre. Hein. Donc c'est juste, c'est pas un style que j'ai essayé de donner. C'est juste, c'est qui je suis de nouveau. Être fidèle au vrai Thomas Veiller, en fait. Mais, comme on disait au début, pour moi, c'est vachement plus facile de parler de finance si je ne me prends pas la tête. Si je commence à vouloir jouer un rôle et puis dire non, non, je vais montrer que je suis un vrai banquier. D'abord, c'est quoi un vrai banquier?
on peut ouvrir le débat parce que à l'époque, c'était costard-cravate obligatoire et aujourd'hui, vous voyez que dans la plupart des banques, on a supprimé la cravate. Il y a le casual Friday. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis. Le vendredi, ça devenait on faisait ce qu'on voulait. Donc, Et maintenant, dans les banques crypto, c'est jeans basket, t-shirt. chez Swissquote, j'ai vu personne en costard-cravate chez Swissquote. Et ils ont un pub au rez-de-chaussée de la banque. C'est vraiment la Startup Nation. Il y a ce côté, la notion de startup où ils ont créé un microcosme, un environnement où les gens sont décontractés, les gens vont là-bas, ils sont contents d'y aller et ils ont un environnement qui va avec des règles, bien sûr, mais des règles qui vous laissent quand même une certaine attitude. Moi, je suis seul, je travaille tout seul, je rends compte à Swissquote, puis encore. Là, ça fait 2 mois que j'ai parlé à personne chez Swissquote, je fais mon travail, je publie. Tant qu'il n'y a pas de problème, ça roule et tout fonctionne. Donc l'indépendance, c'est toujours un truc qui est absolument génial. Des fois, c'est difficile d'être tout seul par moment, mais ça laisse aussi la latitude d'être qui on veut. Et moi, le plus important chez moi aujourd'hui, c'est d'être qui je suis et de vendre qui je suis. Je ne veux pas le vendre, je ne le vends même pas. Si vous n'aimez pas le personnage que je suis, mais je comprends tout à fait. Et j'ai déjà eu plein de commentaires sur les réseaux, les gens ils aiment pas, mais c'est gratuit, viens pas. C'est pas compliqué, franchement c'est ça qui est génial là-dedans, c'est qu'aujourd'hui j'ai pas de compte à rendre, enfin j'ai des comptes à rendre, j'ai des règles à respecter. On revient à ce qu'on disait au début. Donc tant que je sors pas des clous et puis je fais pas n'importe quoi, mais ce qui voudrait dire que je sors de qui je suis. Parce que si demain je commence à faire n'importe quoi dans mes vidéos, c'est que je suis plus qui je suis réellement. Thomas Veilleux, merci infiniment. Avec plaisir. Voilà, merci d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, laissez-nous un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, si vous avez des choses à nous raconter, contactez-nous, venez et parlons-nous franchement.